est vendu à une société sidérurgique, on va dire européenne, qui s'appelle Liberty Steel. Liberty Steel s'étant considérablement développé en Europe, un peu partout dans divers pays. Liberty Steel dépendant ou étant lié à un autre fonds financier en Grande-Bretagne. Le fonds financier qui faisait du crédit à Liberty Steel coupe les robinets. Donc, nouvelle étape d'angoisse pour Ascoval, sachant que le grand patron de Liberty Steel c'était un Indien du nom de Gupta, lequel Gupta a eu et a encore quelques ennuis avec la justice dans un certain nombre de pays européens. Quelques casseroles bien accrochées. Donc ça nous emmène en 2021, tout début 2021. Et là, Liberty Steel vend à nouveau Ascoval, et vend Ascoval à un sidérurgiste allemand, Sarstahl ou Sarhal, mon allemand est trop mauvais pour que... Enfin bref, un sidérurgiste allemand dont une grosse partie de l'activité est située dans la Sarre. Un vrai sidérurgiste, à nouveau, probablement un sidérurgiste qui s'inscrit un peu dans la logique ce qu'on appelle le capital patient en Allemagne, donc avec une perspective industrielle, je dirais. Sarstahl, après avoir repris Ascoval, trouve que vraiment ça coûte trop cher et envisage de rapatrier 40% de l'activité d'Ascoval dans ses propres usines en Sarre. Nouvelle bataille. Il y a eu un gros prêt financier fait par le gouvernement français cette fois-ci pour payer les salaires et une partie des charges d'Ascoval qui, je pense, a eu comme contrepartie pas de délocalisation des emplois en Allemagne. Alors, Sarhalt avait la particularité, ou a encore la particularité aujourd'hui, d'être aussi propriétaire d'une aciérie en Lorraine, une aciérie qui est spécialisée dans les aciers spéciaux et qui est sur un marché de niche, on peut le dire comme ça. C'est à peu près la seule aciérie qui soit capable de fabriquer des rails de TGV. Et donc, cette aciérie, vous voyez ce que ça veut dire en termes de marché, de planification. Quand on lance une ligne TGV, on en prend pour quelques années, etc. Donc, marché de niche plutôt stable. Et Ascoval s'articule avec cette aciérie en Lorraine, et Ascoval va devenir, je dirais, l'un, si ce n'est le principal fournisseur d'acier pour cette aciérie qui fabrique les rails TGV. Et donc là, sur le plan industriel, on va dire, le couple marche en quelque sorte, hein, il y a une espèce de boucle vertueuse, je dirais, entre les deux, qui fait que Ascoval est en 2021 relativement stabilisé. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas du temps, je n'ai pas pu aller plus loin. Juste un tout petit mot, parce que quand même, j'ai entendu dire, il y a 3-4 jours, que Ascoval, c'est de l'acierie électrique. Ça bouffe donc des quantités considérables d'énergie. Donc Ascoval est percuté aujourd'hui par la crise de l'énergie. Et j'ai entendu dire qu'ils envisageaient de basculer toute la production des fours de nuit.
pour évidemment avoir des tarifs électriques meilleurs qu'autrement. C'est tout ce que je sais, mais si c'est le cas, on voit ce que ça peut vouloir dire en termes de réorganisation des équipes, travail de nuit, etc. Hein. Voilà, c'était juste pour préciser ces petites choses, parce qu'évidemment le film s'arrête en 2019 et il ne peut pas tout suivre. Vas-y Jean-Jacques. Ben, je ne sais pas si j'ai rêvé ou quoi, mais en venant ici en voiture, j'avais l'autoradio allumée. Je n'étais pas concentré du tout sur ce que j'entendais parce que je cherchais une place pour me garer. Mais il me semble bien avoir entendu le mot Ascoval aux informations à 20h sur France Inter. Mais je ne peux pas en dire plus. Et j'ai pas l'impression que c'était quelque chose de très positif. Qui veut intervenir? Allez-y. On vous entend pas. Il y a un article qui a été publié il y a 1 heure qui indique que Ascoval diminuait sa production de moitié. Ah oui. Ben voilà. C'est exactement ça. Qui veut intervenir encore? C'est la faute à pas de chance ou quoi? C'est quoi? C'est les aléas de l'industrie. Alors là, c'est une question pour toi, enfin une remarque pour toi. Là. Non, alors après, ça, je connaissais pas tous les suites. Donc il y a eu combien de propriétaires là dans ce que tu as dit? British, Liberty, et maintenant Sarah. En moins de 2 ans. En 2 ans et demi, oui. Avant de parler de... Bon, ça évoque, je pense que ça évoque des questions de valeur hein, dans le film. Bon, ce qu'a dit Philippe, on touche à des questions de valeur économique. Mais avant ça, sur la consommation électrique, bon, en fait, il n'y a pas de solution miracle en termes de rejet de CO2 et de tentatives de réduction de ces rejets. On pourrait songer à une politique industrielle qui dise fabriquer des rails, ça permet de faire circuler des trains, c'est du transport de masse, et on est en mesure de supporter ces rejets de CO2 de la part de certaines usines, à condition que, par ailleurs, on réduise le trafic automobile, par exemple, ou d'autres. Voilà, donc il n'y a pas de... C'est vrai qu'en termes énergétiques, il y a peut-être une menace qui pèse sur Ascoval, mais il faut la nuancer, il faut la relativiser, parce que bon, on raisonne sur des grandes masses. Alors je ne sais pas si d'une part, si vous entendez parler de valeur et de création de valeur tous les jours. Bon, moi c'est un peu mon métier, mais il me semble hein, que le terme création de valeur est devenu très à la mode depuis quelques années. On crée de la valeur, et pas seulement les couturiers ou les cuisiniers, on crée de la valeur un peu partout. Et on ne prend pas le temps de dire ce qu'est la valeur. Et le film évoque pour moi au moins deux voies pour créer de la valeur. Il y a ce que vient de nous décrire Philippe, qui est que les actionnaires, les fonds de pension ou d'autres se portent acquéreurs d'usines qui sont bigrement équipées, bigrement coûteuses, bigrement qui regorgent de savoir-faire et qui ont toute une histoire industrielle. Et cette valeur elle peut passer de main en main. Hein, voilà. Elle passe de main en main, British Steel, et puis Liberty Steel, et puis un autre, et puis dans un an un autre. Bon. Et donc ça change de main, donc les propriétaires changent, les fonds propres changent, parfois on augmente le capital, parfois on le diminue. Bon. Et ça se fait en quelques semaines, quelques mois. Dans le film, on est sur une temporalité d'une année, pardon, une année. Pendant ce temps, cette valeur financière, elle peut être mise en regard d'une valeur industrielle. On a une usine qui est, vous avez vu les images, hein, c'est une usine qui est massive, et encore on ne nous a pas tout montré. Mettre au point de telles usines, ça a pris du temps, ça a pris des décennies. Hein. Il y a du savoir-faire. Vous avez vu qu'en début du film, les hommes qui pleurent disent «
c'est impossible de fermer. Pourquoi? Parce que sans utiliser une terminologie économique très sophistiquée, s'ils ne sont pas là pour valoriser le capital, il produit rien. Il produit rien du tout. Hein. Et le capital qu'il valorise, les équipements, les fours, l'électricité qui arrive, elle est produite comment? Elle est produite avec du travail. Elle est produite avec du travail. Donc, voilà. Donc il y a du travail vivant, qui est une activité tous les jours, qui met à profit du travail qui est stabilisé dans des équipements, dans des machines, hein, et ça a été, par le passé, du travail qui a été accumulé dans ces équipements. Et donc on a deux conceptions de la valeur. On a une valeur industrielle, mobilière, on a une valeur qui est incarnée par des gens qui travaillent, et donc qui ont été formés, et qui se forment tous les jours au contact d'équipements et dans des collectifs de travail. Hein. Donc on a, alors d'un point de vue capitalistique, on parle de capital, mais en fait c'est du travail qui est là, qui est présent, et qui valorise ces équipements. Et en face, on a une valeur financière qui est un peu sur un jeu, lorsqu'on le considère un peu rapidement, c'est un peu le casino. Hein. On achète, on vend, et on achète parce qu'on a une espérance de profit, on se dit ça va rapporter. C'est par exemple, pour ne citer que les fonds de pension d'Europe du Nord, où vous avez des... Si je suis trop long, tu m'arrêtes. Hein. Où on a des retraités comme nous, enfin presque moi, qui parfois ont amassé un peu d'argent et qui placent cet argent dans des fonds de pension, et ça leur permet de faire quelques vacances en ferry qui polluent beaucoup. Mais bon, bref, ces fonds de pension exigent des retours d'investissement, une rentabilité supérieure à 10%. Et ces retraités qui ont placé de l'argent dans les fonds de pension, ils ne savent pas. Et ils ne savent pas dans quoi ils investissent. Eux, ils ne connaissent pas l'économie, ils veulent tout simplement avoir quelques milliers d'euros chaque année pour se déplacer. Et ils ne sont pas conscients que, bout à bout, tout ça, ça participe à une économie de casino qui peut mettre en péril des emplois, des industries, des savoir-faire, des productions qui peuvent être très utiles. Tout cela parce que, par convention, on a admis que ça se passait comme ça. Hein. Alors, pour employer des grands mots, on appelle ça le capitalisme. Ça nous a apporté un certain confort, en tout cas pour certains, mais le revers de la médaille, c'est ça. C'est-à-dire que la maison mère, Vallourec, qui dispose de plusieurs filiales, a estimé que les actionnaires n'étaient pas assez attirés par son activité, et que dans son réseau de différentes filiales, Ascoval, je confonds avec Ascométal chaque fois, Ascoval n'était pas assez attractif, bien que rentable, hein, et on voit à quel point le dirigeant du site est en symbiose avec son personnel, et en fait ils ont estimé que c'était bien mais pas assez, voilà. Et donc il faut que ça disparaisse, voilà. Et donc là vous avez dans ce film, vous avez une leçon possible d'économie sur c'est quoi la valeur, c'est quoi la création de valeur. Hein, voilà. Et dans une grande partie des médias, on nous parle de création de valeur sans évoquer les savoir-faire. Hein. On suppose que les gens qui sont là, les ouvriers, c'est un terme ouvrier qui n'est pas utilisé dans les médias. Dans beaucoup de médias, on ne parle plus d'ouvriers, comme si ça avait disparu. Les ouvriers ne créent pas de la valeur, ils exécutent, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne créent pas de la valeur. Ceux qui créent de la valeur, ce sont les capitaines. Autrefois, c'était les capitaines d'industrie, aujourd'hui, ce sont les actionnaires, hein, qui flairent les bonnes affaires, et c'est ceux qui savent bien investir. Voilà. Donc moi, ce que je retiens, une des leçons de ce film, c'est ça pour moi, c'est mettre en regard deux conceptions de la valeur qui coexistent, et qui sont dans un rapport effectivement de domination. Hein. La valeur financière domine la valeur industrielle. Et je ne savais pas que Philippe allait raconter ça, je n'ai pas suivi l'actualité, mais je pense que ça ne fait que confirmer ces deux conceptions de valeur qui serait bon un jour d'inverser. C'est pas le... Vous disiez le hasard ou le manque de chance. La chance est très organisée depuis plus d'un siècle. Ouais. C'est très organisé, c'est très structuré. Ouais. Qui souhaite intervenir?
Je suis frappée, les ouvriers et leurs représentants syndicaux n'arrêtent pas de dire on n'est pas assez sexy. Et je trouve que c'est quand même assez effrayant parce que ça veut dire qu'ils sont obligés de se prostituer. Ouais. Quoi, vraiment. Se Et vendre. la deuxième chose qui est à peine évoquée, c'est le rôle complètement pervers des agences de notation. Qui sont... alors, on voit tous les pôles. Il y a effectivement les politiques, il y a les fonds de pension, il y a les capitaines d'industrie, mais les agences de notation, finalement, elles font capoter complètement une des possibilités de reprise à un moment, en ruinant la société qui s'était portée acquéreur. Donc là, il y a aussi tout le rôle, vraiment, encore plus de roulette russe, pratiquement, des banques. Les agences de notation, moi je ne suis pas spécialiste d'agences de notation, mais dans beaucoup de présentations économiques qui ont le vent en poupe, les agences produisent de l'information et elles créent de la valeur pour les potentiels actionnaires parce que elles sont là pour clarifier les forces du marché. Voilà. Et c'est terrible, c'est dévastateur, effectivement. On pourrait songer à d'autres agences de notation qui apportent de l'information sur les conditions de travail. Et sur l'environnement. Sans parler effectivement des dégâts climatiques, du vivant en fait, hein, parce qu'on parle beaucoup de climat, mais c'est le vivant qu'on détruit. Hein. Et alors, le vivant est détruit en termes de ce qu'on appelle l'environnement. Moi, j'appelle ça les milieux de vie. Mais le vivant est détruit dans les usines depuis la naissance des grandes usines. Hein. C'est le vivant ouvrier. Il est détruit. L'espérance de vie, on connaît les différentiels d'espérance de vie. Tu veux ajouter quelque chose ou... Peut-être juste un tout petit mot, parce que quand ils disent on n'est pas assez sexy, et donc derrière, la question c'est pas assez rentable. C'est ça qui se cache derrière. Alors juste pour dire que, indépendamment ou à côté du fait que effectivement ces fonds capitalistes cherchent des taux de rentabilité extrêmement élevés, tout ça quand même, cette notion de rentabilité, ça n'est jamais qu'un ensemble de conventions comptables. Ça n'a pas de base réelle autre que d'exister à travers des conventions comptables, lesquelles conventions comptables peuvent varier dans le temps. Et donc, quelque chose qui, dans la comptabilité d'il y a 20 ans, apparaît comme rentable, entre guillemets, hein, peut apparaître comme en déficit aujourd'hui. Donc, ça peut varier dans le temps, ça peut varier dans l'espace aussi. C'est pas les mêmes conventions d'un ensemble de pays à un autre. Et donc, il ne faut pas se laisser piéger, si je peux dire, par ah oui, mais comptablement, c'est comme ça. Et oui. Et oui. Un certain discours économique parle de loi économique, mais il n'y a pas de loi économique. Hein, c'est une des fameuses déclarations du physicien Aurélien Barraud. Moi, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de loi économique. Il y a des lois en physique qui sont sans cesse repoussées, parce qu'on découvre, on cherche et on découvre, mais en économie, il n'y a que de la convention. Il y a des conventions et des accords plus ou moins globaux qui permettent d'engager l'activité sans se poser la question de comment on va fabriquer et vendre tous les jours. Voilà. Donc il faut des règles, il faut des procédures, il faut des routines. Voilà. Mais on en change. C'est vrai qu'il existe une comptabilité anglo-saxonne et il existe une comptabilité non anglo-saxonne pour évaluer les titres et les valeurs financières des entreprises. Mais on se fait avoir parce que ça a toute l'apparence de la légalité et du sérieux, mais c'est comme le terme de valeur, c'est-à-dire qu'un journaliste
pas tous, heureusement, mais va utiliser le terme de valeur dans chacune des phrases, mais si on lui demande de nous définir les termes, il sera embarrassé. C'est comme le ministre, le maire, son prénom c'est Bruno Le Maire. Il a souvent répondu en Assemblée nationale à certaines questions en disant pourquoi décidez-vous d'intervenir ici ou plutôt que là, ou bien pourquoi décidez-vous de laisser faire? Il a dit c'est le bon sens. Bon, ça tient pas, quoi. Ça tient pas. Et ça joue sur nos émotions. Et on se fait avoir. On se fait avoir. Alors, il y a 2 demandes de prise de parole, donc monsieur et madame. Donc, monsieur, c'était... Alors, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, ce que je voulais souligner, c'est l'inconsistance, ou l'incompétence, ou le cynisme, ou tout ça, du monde politique. Alors, sans vouloir dire qu'ils sont tous incompétents, les décideurs, ceux qui étaient au pouvoir au moment où ça s'est passé, ont eu un rôle absent pendant longtemps. Bon, ça s'est rattrapé un peu avec la ministre à la fin du film. Mais on se demande si, malgré leur pouvoir dans Vallourec, pourquoi ils sont aussi incapables d'imposer un point de vue qui est un point de vue d'intérêt général, qui aurait dû être un point de vue d'intérêt général, et ils ne le font pas. Alors bien sûr, on sait bien que dans le monde libéral, l'État n'intervient pas, mais en fait c'est faux. L'État intervient tout le temps. On le voit bien sur l'énergie, on le voit sur un tas de domaines, et là, je ne sais pas quel qualificatif il faut y mettre, mais manifestement, ça tourne pas en rond. On va prendre l'intervention de madame Sarah. Il y avait une remarque qui rejoint le point de vue de monsieur, et l'autre remarque, ça concerne les tribunaux de commerce. Je m'interroge sur comment un tribunal de commerce peut adouber la reprise d'une société par une autre, et cette société repreneuse se trouve finalement incapable de répondre aux attentes. Donc sur quelle base se prononce le tribunal de commerce, et pourquoi il n'y a pas de continuité dans cette prise de décision finalement? C'est lui qui a commencé. C'est bon. Non, sur la question des tribunaux de commerce, il y a une grande discussion, il y a des batailles. Ces tribunaux de commerce, comme leur nom l'indique, sont tenus par le commerce, en gros, hein, et donc n'ont pas de pensée radicalement différente que la pensée du marché et la pensée du profit. Donc, il ne faut pas attendre d'un tribunal de commerce des décisions, je dirais, qui soient sensées. Alors, d'autant plus si, effectivement, et là, je n'ai pas eu le temps de creuser, il n'a pas nécessairement, en plus, toutes les pièces du dossier en main. Parce que quand il faut aller chercher l'origine de la société mère quelque part dans les Caraïbes, on ne sait pas. On commence à le savoir avec les Panama Papers et autres, mais c'est un boulot de spécialiste pendant des mois pour suivre à la trace. Ouais. Et donc s'assurer qu'effectivement, il y a quelque chose de stable derrière, quoi. Ouais. Il y a notamment le fait que, moi je ne connais pas bien comment ils travaillent les tribunaux, mais je suppose, il faudrait vérifier qu'ils disposent d'informations partielles et sur une échelle historique assez réduite. Ils travaillent avec des bilans comptables et des business plans, c'est-à-dire l'espérance de gain à court terme. Donc ils n'ont pas de vision historique très, très, très élaborée. Et ensuite, concernant les multinationales, parce que on enquête en entreprise, on connaît un peu les milieux internationaux avec des fusions incessantes. À une époque, au début des années 2000, on était toute une équipe dans notre laboratoire et on travaillait sur plusieurs secteurs, notamment la chimie et la pharmacie.
Et Ron Poulenc avait déjà fusionné plusieurs fois. Ron Poulenc s'était rapproché de Rohrer, qui est une firme américaine. Au moment où on faisait l'étude, la DRH France de Ron Poulenc recevait des informations par email lui disant que la fusion était actée avec Hext, Marion, Roussel, qui est une firme allemande, mais également fusionnée avec une française. Bon. Et en fait, les gens dans l'entreprise, ils ne savent plus où ils en sont, parce que ça change pratiquement toutes les années. Et là, en termes d'effectifs, par exemple, ils ne connaissent pas leurs effectifs, ils ne connaissent pas l'état de leurs équipements. Ça va tellement vite qu'ils ne prennent plus le temps d'avoir une photographie fidèle de leur fonds, de qui ils sont, de ce qu'ils possèdent. Et alors je pense que lorsqu'ils doivent transmettre aux tribunaux, ils sont très mal... les informations sont très partielles, quoi. Donc en partie, je pense qu'il y a ça. Et puis, effectivement, ils jouent. C'est la loi du marché qui est un marché très, comme vous le disiez, qui est quand même structuré d'une certaine manière, qui est régulé d'une certaine manière. Donc ils accompagnent le mouvement. Et ça rejoint votre question sur les politiques. Moi, je ne sais pas s'ils sont cyniques de mauvaise foi, s'ils sont diaboliques. Je suppose que oui, comme la moyenne des gens, mais je pense aussi que... alors, à une époque, il y a eu des études là auprès des parlementaires qui déclaraient à plus de 80% ne rien comprendre à l'économie. Pourtant, l'économie, c'est pas forcément très compliqué. Hein. L'intérêt général. L'intérêt général, les politiques ont décidé dans les pays de l'hémisphère nord de s'en remettre à l'économie dominante, qui est une économie qu'on appelle néoclassique, hein, qui vient, bon, on ne va pas faire toute la généalogie, mais l'intérêt général en économie, par cette économie néoclassique, ça s'appelle le surplus du consommateur. C'est-à-dire qu'il suppose que tous les systèmes productifs sont orientés vers le consommateur. Et le surplus du consommateur, grosso modo, c'est le pouvoir d'achat. Donc, qui mieux que le marché mondialisé peut optimiser, comme ils disent, maximiser le surplus du consommateur? Personne. Donc, on met en concurrence les différentes firmes qui sont adossées à des histoires nationales, hein, à des histoires industrielles, de savoir-faire, etc. Et on dit, on met tout ça en concurrence, mais c'est pour le plus grand bien du consommateur. Voilà, nous consommateurs, on peut en parler aujourd'hui. Voilà, bon, je ne dirais pas, c'est pas plus compliqué que ça, mais c'est pas loin de ça. C'est l'intérêt général interprété comme ça. Avec une bonne dose de cynisme, effectivement, dans les discours des politiques dans le film, c'est Xavier Bertrand, qui épingle le maire, comme vous l'avez, sur cette question, justement, du cynisme, etc. Bon, c'est l'hôpital qui fout de la charité. Il a bien descendu. Mais il a bien descendu, hein, mais... Voilà, on est quand même confronté pratiquement tout le temps à des formes de double langage, mais qui reflètent aussi, dans pas mal de nos pays, les rapports que je pourrais qualifier d'incestueux entre la représentation politique et les forces financières et forces du capital. Oui, opération Macron. Pierre. Oui, je crois que cette relation entre financier, politique et tout ça, mais on le ressent aussi dans le discours et le combat des ouvriers avec les oppositions avec les syndicats, avec des discours quasiment opposés, ou en tous les cas contradictoires souvent. Et ça, on peut aussi se poser la question, quelles sont les influences d'eux et entre syndicats aussi, parce que l'intersyndicale, elle a existé, elle a joué, parce que c'est une obligation, mais ça n'était pas spontané, apparemment.
un mot là-dessus. Ouais. Oui, Ah parce que oui. moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est quand même, comment je dirais, la marche parallèle de la CGT et de la CFDT sur des nuances de position, etc. Mais je crois qu'à aucun moment, ce qu'on pourrait appeler l'unité syndicale n'a été rompue pendant toute la période de la bataille. Ça tranche avec tout un ensemble d'autres luttes pour avoir pratiqué, du point de vue professionnel, j'étais lorrain, pratiqué et vu les processus de fermeture de tout un certain nombre d'usines sidérurgiques lorraines, on voyait bien que là, il y avait des tensions syndicales assez radicales et qui ne permettaient pas l'engagement collectif tel qu'il a pu avoir lieu dans cette entreprise. Il y avait aussi le rôle du directeur. Alors, en plus, là, il y a le rôle du directeur. Claude, Qui sur... est un traître à Valourec. Oui, mais ça fait penser un petit peu au rôle dans le film de Stéphane Brisé, Un autre monde, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, d'un directeur aussi qui se bat finalement contre ses actionnaires et tout ça pour ne pas réduire de façon drastique le nombre de personnes travaillant dans son usine. Le rôle est interprété par Vincent Long. Oui, exactement. Ça va. Et sur les syndicats... Non, mais donc, moi, c'est une ouais. question pour Philippe. Pour Philippe. Dans le film, on voit la CFDT beaucoup. Et il me semble que la CFDT est très très bien implantée, majoritaire dans la sidérurgie, notamment en Lorraine. C'est une vue de l'esprit ou c'est quelque chose, c'est un fait? Alors, elle l'était. Elle l'était. Parce que de toute façon, la sidérurgie lorraine, il ne reste pas grand-chose, je suis désolé, mais effectivement, par exemple, la série sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé, qui était la série Pompey, avec plus de 5000 salariés, qui a fermé au nom de sa non-rentabilité. Dans cette aciérie, la CFDT était fortement présente, et elle donnera d'ailleurs un ministre des reconversions, Chérec. Georges Chérec. Et donc, oui, il y avait une présence forte de la CFDT dans certaines de ces usines. À Pompey, CGT et CFDT ont été à couteau tiré sur est-ce qu'on accepte, est-ce qu'on n'accepte pas, quel type de plan social, si plan social il y a, si on négocie le plan social, on est des traîtres, etc. etc. Donc, c'est des positions quand même très difficiles. Dans une entreprise, pour avoir travaillé dessus avec mes collègues de Nancy, ils ont sorti un bouquin, enfin mes collègues à moi, ont sorti un bouquin 18 mois après la fermeture de Pompey, démontrant par A plus B, on tombe sur les conventions comptables, que le déficit de Pompey était pipeau. Et le grand patron d'Usinor Sacilor de l'époque a accepté de faire un débat avec nous, enfin avec mes collègues, autour de ce livre, et il a reconnu que, effectivement, c'était pipeau. Oui. Je peux lire un petit filet des Échos? Oh oui, parce bien que sûr, oui. je suis tombé sur ce... Vous lisez les Échos tous les jours, hein? Les Échos, oui. alors, les Échos parlent de la maison mère Valourec. Mercredi 21 septembre. Valourec est en grande forme en bourse ce mercredi, avec un gain de 9% au plus haut de la matinée. Plus forte progression de la bourse. Bon. Le titre de la société qui fabrique des tubes sans soudure pour l'industrie du pétrole profite de l'annonce de la signature d'un contrat avec un grand nom du secteur, le géant saoudien Saudi Aramco. Dans les détails, ce contrat porte sur une durée de 10 ans et concerne la fourniture de tubes de cuvelage premium et de services. Les 2 premières commandes ont déjà été reçues. Les tubes seront produits et livrés par l'usine de Valourec, située en Arabie Saoudite. Aucune information chiffrée n'a été communiquée, mais le message envoyé est clairement positif. Et plus bas, coïncidence, c'est aussi ce mercredi que le cabinet Odo publiait une note sur Valourec, mettant
en avant le redressement en cours des performances et de la situation financière du groupe. Pour ce bureau de cotation financière, la dette n'est plus un sujet. C'est magnifique. Et donc, ça, c'est ce qu'on a dans la presse, hein, et qui va être relayé sur beaucoup de radios, beaucoup de médias. C'est rentré dans l'ordre, c'est assaini. La situation est assainie. Voilà. Il faut raconter ça aux employés d'Ascoval. Qui souhaite intervenir? Oui, Rémi? Je voulais juste dire, cet article de journal, c'est intéressant parce que, en fait, c'est la différence entre le groupe en tant qu'entité économique et les outils de production dont on dispose. Donc, ce qu'on voit bien là dans ce film et de manière générale sur la désindustrialisation depuis une bonne quarantaine d'années, c'est la différenciation qui est faite entre la possession du capital de l'entreprise et l'outil de production. Là, c'est bien ce qui est reproché par les ouvriers, de dire on va vendre une usine où les machines sont neuves, mais pour quelqu'un qui possède le capital, ça peut être intéressant. Si le prix des machines, de ces machines-là en Chine, par exemple, a augmenté parce qu'il y a une demande d'acier importante, ce qui était le cas d'ailleurs dans ces années-là pour la construction, notamment d'habitations en Chine, il y a tout intérêt à démanteler l'usine qui est à Saint-Saulve ou ailleurs pour envoyer les machines là-bas et faire une plus-value sur la vente. Donc la difficulté, elle est quand même là-dessus, et la position de l'État et de la collectivité est très ambiguë, puisque depuis une quarantaine d'années, on rêve de l'usine sans pollution et de l'usine fabless. Ça a été quand même le grand mot. On en revient depuis la crise du Covid, des histoires du fabless, mais c'est quand même là que le bas blesse, quoi. Sur voilà, séparer la possession économique du groupe et la rentabilité de ce qu'il fait réellement, quoi. Il me semble que dans beaucoup d'esprits, il est admis et il est considéré comme courant, et pour pas dire normal, que la production, ça se déroule dans d'autres pays, et dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Voilà. Et je trouve ça assez terrifiant. J'ai des étudiants de licence à qui je proposais un dossier d'un peu d'économie fiction qui consistait à imaginer une activité, bon, et à disposer tout un réseau productif, de distribution, etc. Et j'ai arrêté ces dossiers parce que systématiquement, ils localisaient la production dans des pays de l'hémisphère sud pour des raisons de coût. Et je disais, mais pourquoi? Et les savoir-faire, je disais, mais c'est comme ça, ça coûte moins cher, point. Oui, alors ce qui reste à démontrer, et puis il y a tout, enfin, bon, bref, il y a plein de conséquences, mais c'est terrifiant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un récit, il y a eu un récit économique qui aboutit à ça. Qui produit ce récit, qui l'a relayé, c'est terrifiant. Non. Oui, est-ce que vous ne pensez pas aussi que la disparition du plan n'a pas sa part aussi dans la désindustrialisation de notre pays? Mais le plan n'a pas disparu. Il n'a pas disparu, c'est François Bayrou est commissaire au plan. Vous l'avez entendu une seule fois parler d'industrie et de développement et de planification. Alors, effectivement, vous avez raison, il y a eu une période, mais qui correspond aux années 50 jusqu'au début des années 80 à peu près, où, articulé quand même avec la reconstruction du pays après la guerre, s'est développée une espèce de vision, d'essai de vision de moyen ou long terme, et d'une vision qui était débattue aussi. C'est-à-dire que ce n'était pas des technocrates du plan qui pondaient le plan, c'était aussi
débattu entre représentants syndicaux, patronaux, politiques, etc. Et ça donnait une espèce d'assise, si je peux dire, à une perspective de moyen terme qui était radicalement différente, évidemment, de ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais sachant aussi qu'à l'époque, on parle depuis les années 80 de financiarisation de l'économie. À l'époque, le poids du capital financier, je vais dire ça comme ça, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Et par ailleurs, l'internationalisation de ce capital financier n'était pas non plus la même que celle qui est aujourd'hui, où on voit les capitaux sauter d'un pays à l'autre au gré de 1% de plus dans la Banque centrale, des taux d'intérêt de la Banque centrale. Il y a un ouvrage que je vous recommande, d'André Orléans, qui s'appelle, pour moi c'est le plus grand économiste français vivant, L'Empire de la valeur. Il explique, voilà, il revient sur les fondements, qu'est-ce que la valeur depuis des siècles, et comment différentes conceptions de la valeur s'affrontent, et comment le capital financier a pris le dessus. Et il raconte que la valeur, on ne sait pas ce que c'est une convention. Hein. Et il dit concrètement dans le livre, l'or n'a pas de valeur intrinsèque, on lui a conféré une valeur. Voilà. Et voilà, je vous recommande, c'est très... Il enseigne à... Oh, il était chercheur CNRS. Il était à Nanterre. Il était à Nanterre, mais il est toujours actif, mais bon. C'est qui l'auteur? André Orléans. L'Empire de la valeur, aux éditions du Seuil. Il adhère aux lit bien. économistes atterrés. Ça se lit bien. Oui. Voilà. On va prendre une dernière intervention parce que l'heure avance. Moi, du coup, je voulais traiter de la valeur travail que vous abordez plus tôt. Donc, on va dire que l'économie, de mon point de vue actuel, se tourne surtout vers la spéculation, vers l'hémisphère nord, comme vous avez dit. Et du coup, je voulais vraiment questionner, par exemple, sur l'avenir de la valeur travail en France actuellement, ou alors si on se dirige vraiment vers une sorte de tertiarisation en fait, de l'économie, ou alors si on peut vraiment conserver une valeur travail au sein du pays. Qu'est-ce que vous entendez par valeur travail? Oui. Je parle du coup d'une sorte de capital de savoir-faire au sein des artisans, des ouvriers, etc. Ah oui. Donc l'activité de travail. Laquelle activité de travail, évidemment, n'est pas de même nature dans ce qu'on voit chez Ascoval ou ce que l'on voit chez Carrefour, mais il y a de la valeur travail dans les activités de service. Comme il y en a d'ailleurs dans les activités d'administration. Bien sûr. Service public. Il ne faut pas de service public. Je crois qu'il ne faut pas opposer. C'est très frappant hein, dans ce film, et c'est d'ailleurs de toute beauté, quand ils mettent les électrodes dans le four, et quand vous voyez les coulées, etc. Vous voyez bien que là, vous avez, du point de vue de ces salariés-là, un rapport à la matière, il y a une façon de dompter la matière qui est leur fierté, qui n'est pas le même rapport à la matière, effectivement, que celui qu'on peut trouver, je disais, dans un supermarché ou autre. Mais, dans les deux cas, il y a du travail vivant et du travail producteur de valeur. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, un des employés compare les vêtements qui portent de protection à des astronautes. C'est-à-dire, un astronaute, c'est franchement, dans l'imaginaire public, c'est le sommet, quoi. Quelqu'un qui est un ingénieur de haut niveau, qui va aller dans l'espace, qui va travailler dans l'espace. Et eux, c'est pareil, il dit, nous, on est pareil, nous, on a une tenue, et nous sommes hautement qualifiés, il a insisté sur hautement qualifiés, pour faire ce travail-là. Et on est tout seul. Allez, une toute dernière intervention. Un petit mot de conclusion. Oui. Ah oui, pardon. Est-ce que au final, pour vous,
la parole des travailleurs, elle a eu vraiment un poids sur les décisions qui ont été prises, ou pas du tout? C'était vraiment que du financier, de l'économie? Si, quand même, ils sont battus. Hein. Si Ascoval a existé après, en 2019 et encore après, c'est bien en rapport immédiat avec la capacité de lutte des salariés, leur capacité de jonction avec le directeur et leur capacité à faire monter la sauce, je dirais, vis-à-vis des politiques, de telle façon qu'à un moment donné, les politiques, ils ont tellement peur que ils disent, ils cèdent. Le maire, il voulait pas entendre parler d'une suite à Ascoval. Mais Faut être j'ai clair. l'impression que leurs voix, elles ont été longtemps minimisées. Pardon? J'ai eu l'impression que la voix des salariés était longtemps minimisée, justement. Donc que le poids était plutôt minimisé. Pas sûr. Enfin, je sais pas ce que je ressors du film, moi, en tout cas. Hein. Non, pas dans le film, dans des institutions. Des institutions. Ah oui, oui, bah, évidemment. Oui, bien Bah, sûr. évidemment, on ne va Oui, pas oui. donner la parole aux salariés, enfin. Ce qui ressort du film aussi, c'est une capacité à vivre en collectif et la complémentarité de chacun. Le mot responsabilité revient sans arrêt. Et ça, je me demande si ça tient à ce que ce collectif n'est pas trop grand. S'il y a 10 000 personnes, c'est plus difficile de plus compliqué. Oui, ils se connaissent tous, ils s'embrassent, ils se font la bise. Oui. C'est marrant d'ailleurs, c'était avant la Covid. Maintenant, Mais il y a un phénomène, il y a aussi le phénomène que j'évoquais tout à l'heure, qui est la communauté nécessaire en termes, je dirais presque de survie, dans le rapport à la matière et dans le contrôle de la matière. Clairement, On ne peut pas faire une coulée dans une aciérie si on n'a pas confiance dans ses copains et dans la façon dont on va faire la coulée, parce que sinon, on en meurt. On en meurt. Parce que ça me fait penser au développement du télétravail. Il y a des gens que ça convient très très bien parce que chacun sera chez soi et on ne se connaît plus et on ne peut plus travailler ensemble. Oui, là, on ne peut plus faire du télétravail là, dans une cible. Non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est pas pour ça, justement. Mais la dimension collective d'une équipe de travail, je pense que c'est très intéressant pour la parole et le pouvoir de la parole. Oui. Un petit mot de conclusion? Non? Ouais. C'est un grand merci à l'auditoire. Est-ce que les ouvriers ne sont pas un peu bloqués aussi? Parce que c'est le jeu du capital finalement qui les met en péril. Et en même temps, c'est le seul moyen qu'ils ont de continuer à travailler, c'est de faire le jeu du capital avec ce côté sexy et tout ça. Eh oui. Non, mais on en est là, oui, on en est là. Le rapport salarial, c'est un rapport de chantage. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé comment en sortir durablement. Il faut y travailler. Il faut y travailler, ça passe par la responsabilité. Imaginez que le collectif là, de travailleurs reprenne en main tout. Jusqu'y compris comment on négocie avec les clients de leur vendre de l'acier. Voilà, ça s'est fait. Au bagne. Voilà, au bagne, ça s'est fait un peu partout en Europe. Bon, ça existe. C'est ça. Oui, voilà. Oui. Oui, mais après, il y a le financement participatif, ça s'est développé depuis quelques années. C'est plutôt pour faire de la musique, mais... non, mais voilà, c'est aussi... C'est le défi qui nous est proposé. Hein. Il n'y a pas que le défi climatique. Enfin, il y a aussi ce défi-là. C'est comment on s'organise pour fabriquer. Puisqu'il va falloir continuer à fabriquer quelque chose, hein, même si c'est plus réduit.
D'ailleurs, pendant le Covid, il y a eu toute une période où beaucoup de gens se sont interrogés en disant mais pour faire une voiture, il faut qu'il y ait tant de pays qui interviennent dans cette voiture. Et on s'est dit, peut-être qu'il va se passer quelque chose après. Il ne passe rien, mais ça continue. Mais c'est vrai que c'est significatif et que c'est un autre mode de production, effectivement, à concevoir. Ouais. Si tant est que ce soit possible. Jean-Jacques? Oui, peut-être une sorte de conclusion, parce que moi, c'est la 3e fois que je vois ce film. Et plus je le vois, plus je trouve que c'est un film extrêmement fort. C'est quasiment, enfin, il y a un suspense. Bon, là, je connaissais la fin quand même, mais quand la première fois que je l'ai vu, c'est un film, c'est presque un film policier, si j'ose dire. Hein. Et l'image est superbe, le montage est remarquable, et l'interprétation extraordinaire. Oui. Et puis ce soir, on a eu un épilogue qui est tout de même aussi également qui mériterait d'être présenté au réalisateur. Ah ben, on va le faire, puisqu'on a ses coordonnées. Hein, je vous envoie un mail demain. Ouais. Excusez-moi, est-ce que je peux retenir votre nom, votre qualité? Philippe Méot, Claude Paraponaris. Je te laisserai un document qui les présente, puisque tu as demandé leur qualité. Donc, et leurs défauts. Et leurs défauts, bien sûr. Ça va avec. Juste avant que vous partez, les prochains rendez-vous de Coude à Coude, donc samedi à l'Alcazar, il y aura une conférence sur les services publics. C'est Willy Pelletier et Claire Lemercier et la 3e personne, je ne l'ai plus en tête, qui viendra nous parler des services publics à 16h à l'Alcazar de Marseille. Et puis on vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain ciné-club où on vous proposera Basta Capital. Alors il s'agit tu l'as chroniqué, hein, il s'agit d'un rat par des activistes de tous les patrons du CAC 40. Ils les mettent dans un hangar devant... Dans l'Aveyron. Hein? Dans l'Aveyron, près de Casville. Devant des machines à outils, et ils doivent produire des pièces, et ils sont surveillés, ils doivent tenir la cadence. Voilà. Et l'intervenant sera Fabrice Aubert, et donc il nous fallait un économiste marxiste pour animer le débat, donc voilà, il est bien marxiste, Fabrice Aubert. Tu me qualifies de quoi, toi? Voilà. En tout cas, un grand merci pour vos interventions, un grand merci à nos intervenants, et je pense qu'on peut les applaudir.